Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, donc, on vous reçoit pour une conférence liée en entreprise, les données, les coûts et les stratégies à adopter. Le programme d'aujourd'hui, cette conférence, elle vous est proposée donc, dans le cadre de Culturia. C'est un nouveau club qu'on propose avec la brasserie du digital, justement pour acclimater aux différents sujets relatifs à l'IA. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier aussi parce que pour commencer et débuter ce club Culturia, on l'associe avec Demain Numérique. Donc, dans l'idée, les deux projets se rejoignent sur cette idée d'acclimater, de proposer des ressources, du contenu, de pouvoir vous accompagner aussi sur l'acculturation au numérique et à tous ces sujets. Donc, pour rappel, Demain Numérique, c'est un projet monté en consortium avec la brasserie du digital, Campus 26, qui est un organisme de formation situé juste en dessous de nous, et l'IUT du Puy-en-Velay. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Donc aujourd'hui, mais peut-être vous allez vous présenter. On a donc deux charmantes personnes, qui nous présenteront cette conférence. Je contamine ce micro-là. Ça marche ? Ouais. Bonjour tout le monde. Excusez ma voix un peu caverneuse en ce début d'année. Je suis un peu malade, donc je vais essayer de me tenir à distance de vous tous. Avant de commencer, on se présentera un tout petit peu après, Bernard, si ça te va. Alors, attends. Hop. Avant de commencer, pour se mettre dans le bain, on vous a mis une suite de 3, ce qu'on appelle des mèmes. Ça parle à tout le monde, des mèmes ? Ouais, c'est des petites images humoristiques qui font passer des messages. On vous a mis 6 mèmes, pardon. On vous laisse le temps de les regarder et ensuite on va voir ce que ça vous évoque. Donc là, vous avez déjà les 3 premiers. Je rappelle le thème de ce jour. L'objectif, c'est de comprendre très concrètement l'intégration de l'IA en entreprise. Quels sont les aspects derrière ? Combien ça coûte ? On va parler des données, bien sûr. Voilà, de quoi on a besoin. Voilà. Et quelle stratégie on peut adopter. Donc voilà, les 3 premiers, tout le monde a regardé ? On parlera après de ce que ça vous évoque. 3 autres. Normalement, il y a un point commun qui revient. Il y en a des plus longs à lire que d'autres. Bon, qu'est-ce que ça vous évoque, là, comme ça ? C'est quoi le grand message derrière tout ça ? Il y en a plein d'autres sur Internet, hein. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Non. Ouais, extrêmement bien résumé. C'est effectivement ça. Je pense qu'ils veulent à peu près tous dire la même chose. Il y en a qui sont un peu plus gentillets et d'autres qui sont plus adaptés entreprise. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui tout à gauche. C'est que l'intelligence artificielle, c'est un mirage aujourd'hui s'il n'y a pas de données. Je ne sais pas si tu veux rebondir. S'il n'y a pas de données ou que la donnée est mal formatée, mal gouvernée, si elle est disparate et mal structurée, j'aime bien, alors c'est pas super poli, mais l'image est très parlante. Si on congèle quelque chose de mauvais, si on congèle de la merde, on aura de la merde en sortie. L'histoire de l'IA, c'est à peu près la même chose. Si vous donnez de la donnée mal qualifiée à une intelligence artificielle, elle ne fera pas de la magie et elle ne va pas vous ressortir quelque chose de correct. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je m'appelle Fabien Serra, je travaille pour Tizi, je fais ce qu'on appelle de la data science, donc la data science, la science de données en français. Et l'intérêt de la science de données, c'est tout simplement d'essayer de structurer pour exploiter au mieux la donnée et pour la transformer en quelque chose qu'on peut exploiter, en une ressource et pas juste un truc qui est là dans un coin, dans le coin de notre entreprise, dans le coin de notre tête, dans le coin de notre ordinateur. Et je suis Bernard Redarès, directeur innovation chez Iris Interactive, une agence conseil en communication digitale et éditeur de solutions numériques, juste en dessous à la brasserie. Et en tant que directeur de l'innovation, je m'occupe particulièrement de concevoir, imaginer des nouveaux produits et avoir une vision stratégique, j'allais dire future-proof pour l'agence, et notamment en mettant pas en avant, mais pas mal d'intelligence artificielle à l'heure d'aujourd'hui dans nos process, nos produits, et dans nos process et nos produits. Voilà. Ce qui est intéressant, je pense aujourd'hui, c'est pourquoi on a été réunis. Enfin, je sais pas, je me retourne vers toi, Quentin. C'est peut-être pour ça, mais peut-être pas. Nous, en fait, concrètement, chez Tizi, on accompagne, on aide les entreprises à passer
à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à l'utiliser de manière pertinente sans que ce soit que du buzz, sans que ce soit récréatif, voilà, que ce soit vraiment pertinent et que ce soit utile. Et de ton côté Iris, tu me complètes si je dis n'importe quoi, mais vous avez un double enjeu, c'est que d'une part, il y a, vous êtes en première ligne parce que vos métiers sont directement touchés. Complètement. Il y a des métiers plus touchés que d'autres. Le métier, tout ce qui est... Le métier de la tech qui est évidemment fortement touché. Donc il y a d'une part comment vous transformez votre modèle d'entreprise et comment vous transformez également vos modèles économiques ou vos modèles en tout cas de création de valeur pour vos clients. C'est ça, exactement. On doit intégrer, aujourd'hui en tout cas c'est notre stratégie d'intégrer l'IA dans l'entreprise, dans nos process et dans nos produits. Donc il y a deux visions en fait. Il y a d'une part la vision plutôt externe, comment nous on voit les choses, quel retour d'expérience on peut avoir après toutes ces entreprises qu'on a accompagnées justement à intégrer de l'IA, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et finalement comment on peut essayer de ressortir une méthode qui marche à peu près universellement. Et d'un côté, vous le vivez de l'intérieur. C'est ça. Et aujourd'hui, on est pas en plein chamboulement, mais en tout cas en plein ce qu'on appelle un bootcamp pour intégrer l'IA. À l'aide de Tizi, de leur accompagnement, intégrer l'IA dans nos process et apprendre à travailler différemment et de façon plus efficiente, plus efficace grâce à l'IA. Donc ce qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui en 1 heure, on va essayer de condenser ça, c'est effectivement d'être très concret sur quels métiers sont chamboulés. Il y a des métiers qui sont chamboulés. Alors on ne va pas être exhaustif, hein, rassurez-vous, l'objectif c'est que ce soit assez efficace. Il y a des métiers qui sont plus chamboulés que d'autres. Il y a des métiers qui sont moins chamboulés, en tout cas pour le moment. Il y a aussi une nouvelle manière de voir les choses. Vous allez le voir, on a changé, on est en train, on est encore au début, on est en train de changer ce qu'on appelle d'économie. Avant d'aller un peu plus loin, donc ça c'est effectivement la conclusion des différents mèmes qu'on a présentés juste avant. Je vais vous le mettre en français, il y avait les deux versions. Mais en fait, en français ou en anglais, ça marche. Et cette phrase, elle est intéressante à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans AI. On peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? C'est quoi AI ? Et ça marche effectivement dans les deux sens. Il n'y a pas de AI sans IA. Alors, IA, intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans AI, architecture d'information. Il y a plein de manières de nommer la gestion des données, gouvernance data, data stratégie, peu importe. Mais l'architecture d'information en français ou information architecture, pardon. Ça marche bien parce que c'est mémotechnique pour se rappeler effectivement une chose extrêmement essentielle, c'est que sans data, il n'y a pas d'IA. Et comme tu l'as très bien dit, sans data bien structurée et on va dire IA ready, il n'y a pas d'IA non plus. Donc la première étape, quand on se dit j'aimerais mettre de l'IA dans mon entreprise, comment l'IA pourrait m'aider dans mon entreprise, dans mon quotidien, etc. Le premier truc à se dire, c'est est-ce que déjà, j'en suis où niveau de la data de mon entreprise ? Donc il y a des questions concrètes à se poser. Ça sera plutôt la partie de Bernard tout à l'heure qui vous essaiera de vous aiguiller sur quelles questions on peut se poser pour répondre à ces questions de j'en suis où de la data. Quels outils on peut utiliser pour par exemple faire un audit, même un auto-diagnostic de sa maturité vis-à-vis de la data. Et ça va permettre de faire des petits pas, des petites actions pour qu'au bout d'un moment, l'intégration de l'IA et la pleine utilisation de l'IA puisse être une réalité. Parce que, alors je sors un peu de la présentation, regardez pas ça sera juste après. C'était pour expliquer le rôle de la data dans l'efficacité de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui en 2026 maintenant, c'est que on va dire que la pleine intégration de l'intelligence artificielle dans une entreprise, aujourd'hui, c'est peut-être 7-8% grand max des entreprises dans le monde. Donc ça veut dire que 93-92% des entreprises n'en sont qu'aux expérimentations, au balbutiement, et que donc, c'est encore assez nouveau pour tout le monde. Pourtant, l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, on a l'impression que ça date d'il y a 3-4 ans, mais en fait, ça date d'il y a 80 ans, peut-être même plus. Oh, facile, ouais, 80 ans. On va dire les premières versions.
Donc pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'il y ait aussi peu d'entreprises qui arrivent à mettre un pied dans l'intelligence artificielle, et qu'est-ce qui explique que je crois 95% des projets IA échouent, enfin les projets d'IA, c'est-à-dire start-up IA, mais aussi d'intégration de l'IA en entreprise. 95%, je crois que c'est les derniers chiffres qui sont sortis, la dernière étude en tout cas qui parle de ça, 95% des projets d'intégration de l'IA en entreprise échouent dans le monde. Pourtant, quand on utilise ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez tous déjà utilisé ou équivalent, on se dit c'est d'une simplicité sans nom, c'est d'ailleurs pour ça que ça a bien marché. Donc pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien parce qu'avant l'IA, justement, il y a la data. Et que ce qui est compliqué dans un projet d'intelligence artificielle, c'est qu'en amont, il faut mettre un peu de l'ordre dans sa donnée. Alors pourquoi la donnée, c'est extrêmement important. Je vais prendre un parallèle que j'aime bien donner, c'est les aspirateurs robots. Donc ces petits trucs-là. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Vous avez déjà utilisé ? Oui. Est-ce que vous avez déjà utilisé des modèles d'il y a, je sais pas, 15 ans, les premiers modèles quand c'est sorti, c'était un peu, peut-être plus que 15 ans d'ailleurs. À l'époque, oui. Et ça marchait bien ? Exactement, parce qu'en fait les premières versions de ces robots-là, ils avaient des logiques conditionnelles un peu basiques, c'est-à-dire que quand ils tapaient un mur ou une fenêtre ou une porte ou un pied de chaise, eh ben ils décalaient de X degrés, puis ils avançaient, puis ainsi de suite, et au bout de 4 heures, ils nous faisaient 2 mètres carrés et ils n'avaient plus de batterie, et voilà, donc c'était un peu n'importe quoi. Ce qui a changé la donne dans ces aspirateurs robots, les dernières versions sont bien plus efficaces, c'est quoi ? C'est effectivement, alors oui, il mémorise, mais il scanne en fait l'environnement. Il a en fait le avant et le après, si je le simplifie, c'est vraiment qu'il a une connaissance, donc il a de la donnée, effectivement, il a une connaissance de son environnement. Et donc c'est une sorte de scan topographique de ma pièce, elle fait 40 mètres carrés, j'ai une table ici, j'ai machin. Alors j'aime bien cet exemple parce que on parle beaucoup de caca dans cette conférence, je m'en rends compte là tout de suite. Mais ça c'est intelligent parce que le nombre de propriétaires de chiens ou de chats qui se disent moi je veux pas d'aspirateur robot parce qu'à tout moment il y a un pipi par terre et l'aspirateur robot il arrive et il balaye tout. Ce qui fait qu'on évite ça, c'est la donnée. Et l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec de la donnée, c'est effectivement un peu plus intelligent. Sans donnée, c'est assez débile. Alors même avec de la donnée, des fois, c'est assez débile. Donc ça, c'est pour comprendre le rôle important de la donnée. Et c'est ce qui fait que souvent, si par exemple, vous mettez juste ChatGPT dans une entreprise, tu me coupes quand il y a des... Si vous mettez juste ChatGPT ou Copilot, ça c'est aujourd'hui j'en entends beaucoup parler, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont déjà la suite Microsoft 365. Et aujourd'hui, la plupart des prestataires d'informatique qui installent de manière presque, comment dire, j'ai perdu le mot, de manière trop souvent, Microsoft un peu comme étant la réponse universelle à tous les problèmes. Quand ils arrivent vers leurs clients et qu'ils disent on va vous mettre de l'IA dans votre boîte, ce qu'ils font, c'est qu'ils activent l'option Microsoft Copilot. Et là, ça y est, l'entreprise elle est dotée d'intelligence artificielle. Sans savoir la maîtriser complètement. Ah oui, parce que c'est une option qu'on active. Et donc, à la fin, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont équipées de Copilot. Copilot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de... C'est comme Gemini pour Google. Voilà. C'est pas tout à fait comme ChatGPT, mais c'est la branche IA de Microsoft. Ça permet de rechercher dans les mails, ça permet de faire de générer du texte, ça permet de générer des images. En gros, c'est de l'IA inclus dans votre suite bureautique. Oui. Sauf qu'en fait, là, on a fait, je dirais même pas 1% du chemin parce qu'on a juste donné un outil à quelqu'un qui ne sait pas forcément s'en servir. J'ai tendance à dire que l'outil ne fait pas l'artisan. Là, ça n'a jamais été aussi vrai. Je ne sais pas si tu veux parler des niveaux. Si, justement, parce que je trouve que ça fait un bon lien. Mettre ça, finalement, entre les mains de tout le monde, et c'est ce que beaucoup, comme tu le disais, Fabien, beaucoup d'entreprises font, que ce soit avec du Microsoft ou que ce soit avec du Google Workspace, il en existe d'autres. C'est, dommage, la fameuse pyramide inversée, vous avez vu. Et finalement, on est dans le niveau 0 de cette pyramide, qui est qu'on va mettre de l'intelligence artificielle ou un outil d'IA entre les mains de tout le monde et chaque personne va l'utiliser un petit peu comme il le souhaite, selon son besoin. Donc on est sur des initiatives personnelles, mais pas vraiment structurées. On arrive ensuite au niveau 2, où on va l'intégrer cette fois
dans les outils. On pourrait se dire c'est déjà quelque chose qui est fait. Niveau 1. Niveau 1, pardon. Niveau 1, on va le mettre dans les outils. On peut se dire c'est quelque chose qui est déjà fait finalement. On a de l'IA, qu'on ait Copilot, qu'on ait Gemini, c'est déjà dans nos outils. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que simplement de la rédaction de mails, etc. Mettre de l'IA dans les outils, ça veut dire, tu m'arrêtes Fabien si je dis une bêtise ou si c'est pas ce que toi également tu as en tête, c'est avoir quelque chose qui soit plus, j'allais dire, performant, plus intelligent, par exemple trier des mails, ça peut être je sais pas moi, de la reformulation ou de l'aide à la compréhension d'appels d'offres ou de ce genre de choses. Je ne sais pas si tu veux compléter Fabien sur l'IA dans les outils. Bah, par exemple, si on a un iPhone et qu'on a Apple Intelligence, alors c'est pour faire, pardon, je refais un bond en arrière, mais si on a un iPhone avec Apple Intelligence, on a un outil, mais ça reste une initiative personnelle. Donc le niveau 1 dans les outils, c'est déjà au moins tout le monde a les mêmes outils. Et effectivement, enfin non, j'ai un peu plus à compléter que ce que tu as dit là. Mon intervention n'était pas très utile, pardon. Et une fois qu'on l'a intégré dans les outils, on va l'intégrer dans les processus. Qu'est-ce qu'on appelle finalement un processus ? Un processus, ça peut être, alors je parle souvent de mail, parce que c'est quelque chose qui, je pense, parle à tout le monde, mais un processus, ça peut être en effet recevoir un mail et y répondre, ça peut être tout simplement recevoir, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais recevoir un ticket pour de la maintenance et le traiter, l'attribuer à quelqu'un, lui donner une priorité, etc., etc. Donc là, on arrive à un niveau qui est encore, j'allais dire, de mon point de vue, plus performant, où vraiment l'IA va nous aider dans les processus de tous les jours et va venir finalement abstraire ou enlever, remplacer, j'aime pas le terme remplacer, je préfère abstraire, des comportements où l'humain doit agir. Il va venir nous compléter, il va venir nous énoncer. Ce qui est important de comprendre avec cette image par le bien de pyramide inversée, c'est que on passe pas du niveau 1 au niveau 4 comme ça. On est obligé de passer certaines étapes, même si on aimerait tous être déjà au niveau 4, comme ça c'est réglé, on est tous plus performants, plus efficaces, etc., etc. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aborder les sujets éthiques, etc., parce que ce n'est pas le sujet. Mais ces niveaux-là, c'est simplement des couches pour voir à quel niveau l'IA est intégrée, mais on ne parle pas de comment elle est intégrée. C'est pas le sujet. Mais par contre, voilà, on ne passe pas du niveau 1 au niveau 4 sans passer par les niveaux intermédiaires. Et par contre, ce qui va être important, c'est de au moins atteindre le niveau 2. Pourquoi ? Parce que si on reste au niveau 1 ou même au niveau 0, on a un gros risque de ce qu'on appelle le shadow IT ou le shadow AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas, littéralement l'intelligence artificielle fantôme, ou l'IT, donc l'informatique qu'on ne maîtrise pas, parce que fantôme. Par exemple, si les employés d'une entreprise utilisent tel outil, et que ce n'est pas du tout encadré, qu'il n'y a pas de charte informatique, qu'il n'y a pas de charte d'utilisation de l'IA et qu'il y a de la donnée qui fuit dans tous les sens, etc., il y a un énorme risque. Tant qu'on est uniquement au niveau 1, eh ben on n'a pas d'encadrement, on n'a pas de process, on n'a pas de protocole, on n'a rien qui nous dit on utilise plutôt cet outil. Avant d'envoyer de la donnée, on le passe dans cet outil qui vérifie s'il y a de la donnée sensible, etc. C'est ça l'IA dans les processus. C'est que les processus sont effectivement boostés à l'IA, mais c'est qu'en plus de ça, on a protocolé la manière d'utiliser l'IA. Voilà, on a une gérance finalement qui nous dit comment l'utiliser. Le niveau 3, je pense qu'on ne va pas trop s'y attarder, même si on peut en parler quand même, c'est l'IA dans les produits. Alors je ne connais pas toutes les personnes ici, je sais qu'il y a des apprenants, il y a peut-être des chefs d'entreprise. C'est mettre de l'IA dans ses produits. Je vais vous donner un exemple, même plusieurs exemples qui me parlent bien. Chez Iris Interactive, on est, comme je vous l'ai dit, développeur de sites internet et de solutions digitales. On a fourni à nos clients une solution d'intelligence artificielle pour de la rédaction de contenu. Donc, comme le disait Fabien en préambule, chez Iris, on intègre de l'IA dans nos processus, dans notre stratégie d'entreprise, mais également dans nos produits. Un autre exemple, et là-dessus, c'est... alors, je vais faire une aparté, mais j'ai trouvé ça quand même assez marrant. Dernièrement, j'ai dû racheter un sèche-linge, et ben, je me suis rendu compte que mon sèche-linge, il était boosté à l'IA. Oui. Le nombre de tours par minute est boosté à l'IA. Voilà, donc aujourd'hui on en retrouve un petit peu de partout. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que, alors ça reste mon avis, quand on me dit que mon sèche-linge est boosté à l'IA,
Ça ne veut pas dire que j'y crois pas, mais c'est un buzzword. Donc, quand on doit intégrer de l'IA dans des produits ou même en entreprise, faut le faire de façon, j'allais dire, assez intelligente et mettre de l'IA au bon endroit. On ne va pas mettre de l'IA simplement pour le dire de mettre de l'IA. Ça me fait beaucoup penser, quand Internet est arrivé, il faut mettre de l'Internet quelque part. L'IA, on en arrive à peu près là. Donc s'il faut l'intégrer dans des produits, des offres, des services, pensez à le mettre au bon endroit. Pas en mettre de partout. Ça n'a pas finalement beaucoup d'intérêt. Alors, selon le secteur d'activité, le niveau 3, il peut être comment dire, facultatif, parce que autant vous, dans votre domaine d'activité, vous êtes dans la tech, voilà. Vous avez besoin d'être comment dire, précurseur sur ce domaine-là, mais un plombier, donc, tu donnais l'exemple du sèche-linge, j'ai pris un exemple du plombier totalement au hasard, mais il ne faut pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA, et en plus, ça peut être contre-productif. Parce que là où on pourrait mettre de l'IA, peu importe le secteur d'activité, c'est dans tout ce qui est relation client. C'est un peu parce que dans toute entreprise, a priori, il y a des clients. À partir du moment où il y a des clients, il y a une relation client. Et généralement, c'est pas ce qui plaît le plus dans certains domaines. Le plombier, il fait pas ça juste pour la relation client, même si c'est un petit plus. Mais le plombier, il aime la plomberie, a priori. Donc, un des risques, c'est de dire où est-ce que je peux mettre de l'IA ? Bon, relation client, parce que ça me prend du temps et que c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Là où ça peut être contre-productif, pas toujours, hein, mais là où ça peut être contre-productif, c'est que le contact humain reste assez important pour les clients et que si quand on appelle son plombier préféré, on tombe plus sur lui, mais on tombe sur un robot, ça peut nous faire perdre tous nos clients. Donc, potentiellement, le niveau 3, je disais tout à l'heure, on ne passe pas du niveau 2 au niveau 4 sans passer par le niveau 3. Bon, ok, là, je mets un peu en pause ce que je dis, en contradiction ce que je dis. Le niveau 3, on peut l'écarter dans certains secteurs d'activité pour passer éventuellement directement au niveau 4. Mais attention de... Non, vas-y, je te laisse enchaîner sur le niveau 4. Non, je finissais le niveau 3. Attention, par contre, de ne pas se dire, OK, pour moi, pour mon activité, pour le moment, ça n'a pas de sens de mettre de l'IA dans la valeur que je propose, dans les produits, dans les services que je propose. Maintenant, il y a quand même une vérité absolue avec ce sujet intelligence artificielle, c'est que ça évolue quand même très vite. Donc, c'est pas parce que c'est valable aujourd'hui en 2026 qu'il faut mettre ça définitivement dans un coin de sa tête et ne plus jamais le reprendre, ce sujet. Il faut quand même rechallenger cette idée de OK, qu'est-ce que font mes concurrents par rapport à ça et est-ce que moi, je dois réagir ou pas. Et on arrive au niveau 4, l'IA dans le cœur du système, les systèmes d'information et l'organisation. Tu veux que je complète ? Vas-y. Ça, c'est pareil, ça peut être, c'est le niveau absolu, c'est-à-dire que c'est là où on peut vraiment tirer les plus gros bénéfices de l'intelligence artificielle en entreprise. Parce que, alors, outil processus, c'est le niveau, je pense, minimum à atteindre dès maintenant. Et en plus, c'est le niveau le plus accessible. Si on a au moins outil, il faut processus. Par contre, ça peut s'arrêter là. On peut rester longtemps au niveau processus. On ne va pas mourir, il ne va pas se passer une catastrophe si on reste à ce niveau-là, mais il faut au moins cadrer les choses. Le niveau 4, c'est le fait de restructurer la manière dont l'entreprise fonctionne autour de ces données pour être, ce que tu disais, future-proof ou tomorrow ready, ou peu importe comment on l'appelle, en tout cas, une entreprise. Alors maintenant, il y a un nouveau nom qui est apparu, c'est IA native. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques temps de digital native. Non, ça ne vous parle pas ce terme ? Ou DNVB ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas des termes qui vous parlent. Alors, c'était beaucoup utilisé en e-commerce. Je fais un mini, tu me permets, j'essaye d'aller vite, mais c'est pour comprendre un peu l'évolution des différentes boîtes et des différents modèles économiques. Historiquement, une marque, elle se créait d'abord en physique avec des réseaux de distribution classiques et ensuite, elle arrivait avec du e-commerce parce que le e-commerce a tout raflé et qu'à un moment, il fallait s'y mettre. Il y a des nouvelles marques qui sont apparues et qui se sont créées déjà pour être que des marques exclusivement numériques, digitales. C'est ce qu'on a appelé les digital natives. Forcément, ces marques sont arrivées et ont dépoussiéré tout le truc parce qu'elles avaient des structures de coûts différentes, elles avaient des manières de penser différentes. Enfin, c'était très, très différent. En gros, en d'autres termes, au lieu d'investir sur des réseaux de distribution classiques, des grandes surfaces, etc., ils investissaient directement sur des influenceurs ou sur du marketing en ligne. Donc les coûts ont été totalement réorientés. Et forcément, ça a
déstabiliser le système. Ce principe-là, c'est exactement le même aujourd'hui, mais non pas sur le côté digital, distribution digitale, mais plutôt sur le côté est-ce que mon organisation est refondue entièrement pour être pensée autour de l'IA, par conception, par design, ou est-ce que non, j'intègre juste l'IA dans ce qui fonctionne déjà aujourd'hui. Encore une fois, le niveau 4, c'est le niveau absolu parce que c'est d'un point de vue tirer les meilleurs profits, les meilleurs bénéfices de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas forcément le Saint Graal à atteindre pour toutes les entreprises. C'est si on veut tirer les plus gros bénéfices qu'il faut atteindre vers le niveau 4. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire repenser la manière dont les données sont gérées, non pas pour venir rajouter l'IA comme la énième couche de chantilly du gâteau, mais comme la couche tout en bas de maintenant que j'ai ça et que tout fonctionne à l'IA, comment tout le reste de l'organisation s'adapte par rapport à ça. Donc oui, en effet, comme tu le dis, le niveau 4 demande in fine une restructuration partielle, pas totale, enfin, en tout cas je ne l'imagine pas comme ça, mais une restructuration partielle de la façon dont une entreprise, dont une entreprise travaille avec ce système-là. Et c'est là où on peut justement se poser légitimement la question de quelle est la valeur de chaque personne et pas avant. Le risque, c'est de se dire, si je mets ChatGPT entre les mains de mon comptable, j'ai plus besoin de entre mes mains, pardon, pour faire ma compta, j'ai plus besoin de comptable. Si on fait ça au niveau 1, c'est il y a une chance sur 10 000 que ça passe et que tout aille bien, mais sinon il y a aussi toutes les autres chances qui fait que ça va être un énorme crash. Donc on peut se poser la question de ok, cette personne dans la nouvelle organisation ne crée plus la valeur qu'elle créait avant ici, mais par contre elle peut la créer ici. Ça c'est au niveau 4 et pas avant. Ou alors quand on envisage le niveau 4, c'est pas une fois qu'on a fait le niveau 4, c'est un plan global quand on envisage le niveau 4 et pas avant qu'on peut se poser ces questions-là, sinon avant c'est juste trop tôt. Et je fais simplement une aparté parce que ça me semble important, parce que c'est des comportements que on voit assez souvent, je pense, de personnes qui peuvent être effrayées, réfractaires à l'IA parce que ça va remplacer leur travail. On le voit beaucoup dans la tech. Moi, ce que je préfère dire et la façon dont je la pense, en tout cas l'intelligence artificielle et cette intégration, c'est que ça permet de déplacer des postes sur des fonctions à plus haute valeur ajoutée. L'IA en tant que telle, elle est là pour, de mon point de vue, enlever, remplacer des comportements humains qui peuvent être soit rébarbatifs ou bien avec très peu de valeur ajoutée, de façon à repositionner l'humain sur des tâches qui en ont plus. Ce qui nous fait une excellente transition avec l'idée d'après. J'ai pas révisé, c'est pas vrai. Mais c'est parfait. C'est qu'on assiste à un véritable changement de paradigme qu'il faut prendre en compte. Déjà à titre personnel, qu'on soit entrepreneur ou employé, salarié, peu importe, mais aussi justement si on est cadre dirigeant, entrepreneur. Ce changement de paradigme, j'en parlais un peu au début, c'est qu'on est en train de transiter d'économie. On était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, enfin, on est encore, là on est en plein dans le changement, dans ce qu'on pouvait appeler une économie de la connaissance. C'est-à-dire que, et on le voit à tous les niveaux, on le voit dans la manière dont le recrutement se fait, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. L'économie de la connaissance, c'est quoi ? C'est quand j'ai une connaissance, j'ai entre guillemets du pouvoir et j'ai un rôle à jouer et j'ai de la valeur à ajouter. Aujourd'hui, cette connaissance, on voit bien que on ne sera jamais aussi bon. Je parle de connaissances théoriques. On ne sera jamais aussi bon qu'une intelligence artificielle. C'est comme si on donnait une âme à un dictionnaire. Il n'y a personne qui peut concurrencer un dictionnaire. Donc la connaissance perd un peu de valeur parce qu'elle s'achète maintenant. ChatGPT, c'est tout Internet, en tout cas c'est une grosse partie d'Internet qui est à l'intérieur d'une mémoire, pas d'un cerveau mais d'une mémoire. Donc la connaissance perd de la valeur, mais à l'inverse, il y a autre chose qui est en train de monter. C'est ce qu'on appelle, alors il y a plein de manières de l'appeler, moi j'aime bien l'appeler l'allocation des ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. On demande à un juriste, on lui pose une problématique, on lui demande de nous rédiger un courrier. Aujourd'hui, le très bon juriste, c'était quoi ? C'était celui qui a énormément de connaissances sur toute la jurisprudence qui tourne autour de ça. C'est quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui connaît les textes de loi, donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance, de l'expérience, mais qui lui a donné à la fin de la connaissance. Aujourd'hui, ce travail-là, n'importe qui, je mets un petit bémol là-dessus, parce que sinon on va attraper ma veste, n'importe qui va pouvoir faire un travail très très proche d'un très bon juriste avec ChatGPT. Par contre,
là où je mets un bémol sur le n'importe qui, c'est pas vraiment n'importe qui. C'est-à-dire que celui qui a jamais fait ce travail-là de toute sa vie, il va taper un truc dans ChatGPT, il aura un truc, une chance sur 10 que ce soit bon, voire une chance sur 1000. Par contre, le très bon juriste, lui, il va garder sa valeur, mais non pas dans la rédaction, dans la recherche d'informations, dans tout ça. Il va juste garder sa valeur dans quel outil je vais utiliser et qu'est-ce que je lui dis à cet outil. Donc en gros, comment je gère mes ressources. Et surtout, qu'est-ce que je confie à l'IA, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je continue de faire moi-même. Parce que j'ai la compétence, en tant que très bon juriste, j'ai la compétence nécessaire pour avoir le recul nécessaire pour savoir ce qu'une IA va me faire et est-ce que ce qu'elle va me faire, c'est ce qu'il faut faire ou pas. Donc on devient en fait petit à petit manager. En fait, ça c'est le job du manager. C'est-à-dire que le manager, qu'est-ce qu'il fait toute sa journée ? Il planifie, il gère des ressources et il doit avoir un dézoom constant pour faire les bons choix. Et ben aujourd'hui, c'est ça qu'on peut appeler l'économie de l'allocation des ressources, l'économie du manager. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir tous des managers d'hommes, d'humains, mais on va devenir en tout cas des managers de ressources, des gestionnaires de ressources. Et c'est là où effectivement, je te rejoins, l'IA ne va pas nous remplacer, effectivement, et ça ne risque pas d'arriver. Elle va remplacer certains de nos boulots, ça oui. Les modifier plutôt, les remplacer peut-être pas, mais les modifier en profondeur, oui. Les modifier, mais ça va surtout nécessiter une mutation du travail de chacun vers justement ce travail de manager, je vais y arriver. Et donc l'IA, comment on la positionne là-dedans, c'est une petite parenthèse, comment on la positionne ? On la positionne effectivement comme notre assistant. On dit souvent c'est un stagiaire, etc. C'est effectivement ça l'idée qu'il faut en retenir. Et c'est des mots qu'on retrouve très régulièrement quand on parle d'intelligence artificielle, on retrouve assistant, agent. C'est pas pour rien finalement que ça s'appelle comme ça, parce que l'IA aujourd'hui, en tout cas comme on la présente avec cette économie d'allocation des ressources, elle est là pour nous accompagner, pas pour nous remplacer. Elle nous permet d'évoluer. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir sur un truc, c'est que celui qui reposait toute sa valeur en tant que travailleur, celui qui repose toute sa valeur sur de la connaissance qu'il a dans sa tête, donc de la connaissance qu'on peut trouver ailleurs, de la connaissance d'expérience, c'est autre chose. De la connaissance qu'on peut trouver ailleurs, forcément, il y a une dévaluation de sa valeur là. Oui. S'il ne passe pas bon gestionnaire de ressources et qu'il n'utilise pas son expérience pour savoir quand est-ce que je délègue, quand est-ce que je délègue pas, et à qui je le délègue, et comment je vérifie que ce qui est fait a bien été fait, là, c'est là où il y aura quand même une crise. Oui, c'est certain, là, il se met en danger. Oui. J'allais dire, c'est exactement finalement ce que tu es en train de présenter. Tu peux faire la conf avec nous parce que tu nous as fait une transition absolument parfaite vers la suite. Je rebondis, effectivement, tu as totalement raison. C'est là où il faut séparer connaissance de l'expérience. L'expérience nous apporte une connaissance. Cette connaissance d'expérience, elle a énormément de valeur parce que c'est elle qui va justement nous permettre de se positionner comme un superviseur. Quand ChatGPT part complètement en vrille, et on ne pourra jamais, ChatGPT ou n'importe quel autre, on ne pourra jamais empêcher ça, on pourra essayer de contraindre, etc. Mais à la fin, il y aura toujours ce risque-là, on est d'accord. Le bon juriste, l'exemple que je donnais tout à l'heure, le bon juriste versus celui qui n'a jamais fait de droit de toute sa vie, ne vont pas avoir les mêmes résultats avec la même utilisation de l'IA. Parce que le mauvais juriste ou le non-juriste, on va dire, lui, il va tout prendre pour argent comptant, il va se dire « ouais, c'est ChatGPT qui me l'a dit ». Le bon juriste, il va dire « là, non ». D'expérience, là il est en train de faire n'importe quoi dans sa méthode de raisonnement, dans ce qu'il me dit. Ou alors, et ça c'est la transition effectivement toute trouvée, quand on pense IA, il faut toujours avoir en tête cette équation. Pardon. Cette équation, quelle est-elle ? Alors il y a de l'anglais, vous inquiétez pas, ça sera en français juste après.
quand il y a un sujet intelligence artificielle, il faut toujours réussir à identifier. Là, on est déjà dans le job du gestionnaire. Hein. C'est vraiment un travail de je dézoome, je fais un pas de côté et j'arrive à identifier de quoi on est en train de parler. Quand on parle d'un sujet intelligence artificielle, il y a toujours à avoir en tête ces 4 composantes-là. On pourrait les appeler des primitives, des piliers, peu importe. La première composante, c'est les ressources en entrée contextuelles, qu'on va appeler vulgairement en anglais les inputs. Je donne des exemples après, sur la slide d'après, ce sera plus simple. Ensuite, on a en vert des ressources, des stuff. Ensuite, on a des outils, des tools, et ensuite, on a des compétences humaines, qu'on peut appeler aussi, que vous avez peut-être entendu parler déjà, le human in the loop, c'est-à-dire tout ce qui va être compétences humaines, qui doit faire partie intégrante de l'équation. Si on enlève un de ces éléments, alors, si on enlève tout sauf human skills, à la rigueur, ça peut aller. On peut travailler juste avec du bleu, du orange forcément, parce qu'il y a toujours un outil qu'on utilise là-dedans, et du jaune. Par contre, si on commence à enlever le jaune, là, à l'écran, faut se poser la question, on est peut-être dans la mauvaise direction. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours... Ça vous parle ce qu'on dit jusque-là, ou sur cette histoire d'équation, parce que ça part un peu... Par exemple, on va prendre un exemple concret du quotidien. Je veux formuler un mail avec ChatGPT. Ce qu'il faut faire, c'est au moment où vous le faites, au moment où vous êtes en train de l'utiliser, c'est très rapidement, il faut développer votre cerveau à développer cette intuition-là. Il faut très rapidement réussir à identifier c'est quoi mes ressources, c'est quoi mes inputs, c'est quoi mes outils, enfin c'est quoi mon outil, c'est quoi et où est-ce que moi je me positionne là-dedans. Et ensuite essayer de faire l'équation qui vous semble être la plus juste pour effectivement ne pas tomber dans ce que tu disais, à savoir je suis dans une non-maîtrise de l'intelligence artificielle. Tu veux rajouter quelque chose ou je donne les exemples plus On peut passer à la suite, ouais, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Donc, bah, écoute, quand on parle de données contextuelles, donc c'est ce que tu disais Fabien, quand on reparle par exemple du mail que l'on souhaite écrire, il va falloir donner du contexte, il va falloir donner des consignes, des contraintes, une intention. Ça, c'est tous les inputs. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le garbage in, garbage out. Je ne sais pas si tu veux compléter Fabien, c'est finalement ce que tu disais en intro. De la mauvaise donnée en entrée, ça sera de la mauvaise donnée en sortie. Là, on ne parle plus de caca, on parle de poubelle. Si je ne dis pas de bêtises, le gigot, c'est bien de ça dont on parle. La donnée contextuelle, c'est vraiment le plus important. Ça va être ce qui va permettre à l'IA de vous générer ou de construire quelque chose qui soit de qualité. Un exemple tout bête, mais on va en parler par l'absurde, mais si on dit à ChatGPT « fais-moi un mail » et qu'on lui dit juste ça, mais jamais il fera ce que vous voulez, parce que vous lui avez... Il manque... Alors là, il manque tout. Hein, dans cet exemple-là, fais-moi un mail. Il y a l'outil, éventuellement, qui est ChatGPT, mais sinon, il manque tout, parce qu'un mail, pourquoi, de quoi, de qui, pour répondre à qui. Sur quel ton, avec quelle intention. Ouais, là, c'est si on va même un peu plus loin, mais normalement, personne fait ce genre de choses, mais quoique, on a peut-être... Des fois, on n'a pas d'inspi, on dit génère-moi une image, et puis on verra bien. Là, faut identifier ça comme étant... il manque toutes les inconnues, on n'a que des inconnus dans l'équation. J'ai même pas de données contextuelles, c'est-à-dire fais-moi un mail en réponse à quoi, par exemple. Et là, le mail auquel on doit apporter une réponse, ça c'est une donnée d'entrée contextuelle. Voilà, exactement. J'allais reprendre l'image que tu donnais, Fabien. C'est, j'allais dire comme un stagiaire. Alors c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. C'est un stagiaire qui arrive dans notre entreprise, qui connaît à peu près le travail, mais qui ne maîtrise pas tout. On va lui expliquer, on va lui donner du contexte, on va lui donner des consignes très précises, des contraintes et une intention. Voilà, faut lui donner du cadre, finalement. Mais alors oui, c'est vrai de se dire ça, mais après c'est qu'est-ce que je lui donne ? Parce que trop donner, ça peut vite aussi faire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de se dire, ok, il faut que je donne un peu de données contextuelles, idéalement il faut que je donne des ressources. Alors vu que l'heure passe très vite et qu'on n'a même pas abordé encore les sujets de stratégie et de coût, ce que je propose c'est qu'on donne juste, vous avez compris l'idée de l'équation, l'objectif et l'idée de l'économie de l'allocation des ressources, l'objectif c'est de très rapidement identifier si j'ai toutes les inconnues dans l'équation et que ça devienne un réflexe, qu'on n'ait même plus à se poser la question, est-ce que j'ai mon input ? Est-ce que dans les faits, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. On découpe pas tout de cette manière-là. Je prends juste un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi on parle dans ces 4 éléments de l'équation. Donc, données contextuelles, c'est effectivement, ça peut être par exemple une consigne.
Un prompt. Vous avez beaucoup entendu parler du prompt ces derniers temps. Le prompt, c'est une donnée contextuelle, c'est-à-dire l'IA qui fait vraiment tout toute seule et qui comprend ce qu'on a envie même sans qu'on ait besoin de le dire. Aujourd'hui, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Les ressources, par exemple, je reprends l'exemple de Fais-moi un mail, c'est un mail qu'on a déjà écrit pour qu'il capte le ton. Donc la différence entre les inputs et les stuff, c'est que les stuff, c'est plutôt des modèles, il faut le voir plutôt comme des modèles, ou des normes, ou des contraintes supplémentaires sur le type de sortie qu'on souhaite avoir. Ensuite, on a les outils. Est-ce que j'utilise mon téléphone? Est-ce que je passe par mon ordi? Est-ce que j'ai un LLM ou un modèle d'IA particulier, un logiciel, etc. Par quoi est-ce qu'on passe? Et enfin, et c'est ce qui, de mon point de vue, est le plus important, la compétence humaine, comme tu disais Fabien, le human in the loop, il est là pour avoir la compréhension métier, il reste expert dans son domaine, il a l'esprit critique pour pouvoir relire, modifier, recadrer ce qui aurait été généré par une IA et prioriser les actions à suivre. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça doit retourner dans une boucle? Etc. etc. On passe au concret. Alors, la partie data, effectivement, on insiste beaucoup dessus, mais parce que vous l'avez compris, je pense, on a commencé par ça, c'est vraiment le plus important. Ouais. Et d'entraîner son cerveau, justement, à se poser ces questions-là et à voir les choses comme des équations avec qu'est-ce que je dois manipuler pour arriver à quelque chose de bien. C'est essentiel. Mais après, voilà, pour reparler très concrètement de comment on intègre, quelle stratégie on peut adopter pour intégrer l'intelligence artificielle en entreprise, je te laisse dérouler. Alors, dans un premier temps, c'est de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quels sont alors là on parle de problèmes, les différentes problématiques ou en tout cas les choses que je souhaiterais résoudre ou améliorer grâce à l'IA. Quelles sont les méthodologies que je vais mettre en face? Est-ce que ça va être quelque chose de complètement automatisé? Est-ce qu'on va encore avoir un humain qui va lancer des procédures, les vérifier derrière? Quelles sont les données sensibles? Il faut faire extrêmement attention à ça. On utilise une IA, ne pas lui envoyer, je vais dire des choses très très bêtes, mais son code de carte bleue, ne pas lui envoyer des clés ou bien des identifiants importants pour accéder à une boîte mail ou autre, parce que la donnée peut fuiter et se retrouver dans l'entraînement potentiellement futur d'une IA et peut ressortir à un moment donné. Faites attention à vos datas, ça, je pense que tout le monde est habitué à ça. Faites d'autant plus attention en utilisant de l'intelligence artificielle. Et enfin, quelles sont les compétences que j'ai pour internaliser tout ça dans mon entreprise? La bonne approche, là, c'est vraiment, on reprend ces 4 questions, on les écrit et on se rappelle que ça, c'est pour passer du niveau 0 au niveau 1. C'est vraiment la toute première étape. Et ça permet notamment d'éviter de tomber dans le piège absolu qui est de dire je règle tout avec l'IA. J'ai un problème, IA. Ça, moi, je le vois beaucoup passer parce qu'on nous bassine tellement avec ce sujet, ça devient une religion qu'on a l'impression que c'est la réponse à tous les problèmes de la vie. Alors, aujourd'hui, on l'est moins, mais il y a 1 an ou 2, c'était vraiment ça. Tout ne se solutionne pas par l'IA et des fois, on se rend compte en se posant cette question de quelle famille de problèmes. Il faut toujours repartir des problèmes. Il ne faut pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Encore une fois, il faut repartir d'un problème. Quel problème j'ai et quel problème je veux résoudre. Ça se trouve, la réponse à ce problème, c'est simplement recruter un stagiaire, par exemple. Et des fois, c'est beaucoup moins coûteux que de vouloir faire un système hyper clinquant, mais qui ne marche pas très bien, d'IA. Donc, vraiment se poser la question de qu'est-ce que je cherche à résoudre et ensuite, quelle méthode j'ai en face. L'IA n'est pas la réponse à tout. Il y a plusieurs IA en plus. Là, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail, mais il y a plein d'IA. Quand on parle d'une IA, ça n'existe pas, c'est des IA. Il y a des outils, ChatGPT ou Copilot n'est pas la solution ultime non plus. Donc, bien se poser ces 4 questions avant toute chose. Et prendre conscience, être lucide aussi sur ce qu'on est en capacité de faire ou pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est déjà un premier audit. Est-ce que je suis en capacité ou non de mettre de l'IA en place pour certains types de problèmes? Et je dirais de ce qui ressort de toutes mes discussions, et je pense que vous, c'est un peu la réflexion que vous êtes faite aussi, si on avait à créer un plan qui marcherait pour tout le monde, que ce soit le micro-entrepreneur ou la grande TI, ou même le grand groupe, avant toute chose, il faut voir s'il y a eu ces 6 étapes qui ont été faites. Et je pense que ça, c'est valable pour absolument tout le monde.
Parce que ce qui ressort aussi des études liées à l'intelligence artificielle et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, c'est qu'à la base, ça doit être incarné par les dirigeants. C'est-à-dire que ça pourra jamais être quelque chose ça pourra jamais être de l'initiative personnelle de 2-3 personnes qui finalement remontent. Non, il faut que ce soit à la base pris en main par les dirigeants. En tout cas, sinon, ça donne dans les 95% d'échecs, on est surreprésenté. Donc la première étape, c'est quand on est dirigeant, cadre dirigeant, c'est déjà de se former pour comprendre de quoi on est en train de parler. Ça, c'est essentiel. S'il y a des dirigeants ou futurs cadres dirigeants ou cadres dirigeants dans la salle, et que vous dites ce sujet, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je ne veux pas m'en charger parce que ça me gonfle, donc je vais missionner mes équipes de dire trouvez-moi des cas d'usage IA. Ou si vous entendez ça de vos managers, de vos supérieurs, mauvaise pratique. Sauf si la personne qui vous dit ça, elle s'est déjà formée sur ce sujet et qu'elle a déjà démystifié. Elle est capable surtout de faire redescendre les compétences pour que d'autres puissent s'en charger. Donc la première étape, c'est se former pour démystifier, comprendre, se positionner. Ça ne veut pas dire devenir expert. Tous les dirigeants ne vont pas devenir experts de l'IA. Ça veut juste dire de quoi on parle dans les grandes lignes. Ensuite, c'est une étape aussi essentielle, c'est réaliser un diagnostic de maturité, donc de données d'un côté, et d'intelligence artificielle, donc diagnostic personnel, mais aussi comment on voit les autres de notre propre structure. Donc ça, vous l'avez fait ? On l'a fait exactement, et que ce soit dans l'utilisation, la compréhension, mais également, je reviens sur, quand tu parlais de démystifier, l'appréhension. Le but, c'est de également, quand tu parles, je pense Fabien, de démystifier, c'est également lever les freins que les différents collaborateurs peuvent avoir face à l'IA. Ouais, c'est le sujet des mystifications, effectivement, parce que tant qu'on pense que c'est de la magie, forcément, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a du surenthousiasme qui n'a pas lieu d'être, etc. Donc, de quoi on parle, ça permet également de se mettre au diapason et on a besoin... Le sujet, il est assez structurant, c'est le sujet 3 et 4. Faut gérer ça comme un projet. C'est dur d'embarquer tout le monde parce que c'est tellement structurant que forcément, ça crée des levées de boucliers, ça crée des croyances, des doutes. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est exactement ça. Donc, gérer ça comme un projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mettre en place ChatGPT dans l'entreprise et poser une charte d'utilisation de ChatGPT, c'est pas intégrer l'IA dans l'entreprise. Ça suffit pas parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait une vraie stratégie derrière. Il faut que toute la stratégie de l'entreprise suive et se coordonne autour de ça. Et donc, le meilleur moyen, c'est quoi ? Parce que, alors là, pour le coup, les boîtes qui sont dans la tech savent gérer un projet, sauront gérer un projet comme celui-ci, parce que c'est un projet informatique comme un autre. Mais pour une boîte qui n'a jamais géré de projet informatique, la bonne approche là-dessus, c'est d'éviter absolument l'effet Big Bang. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moyen le plus safe, c'est de créer un petit groupe de travail basé sur des volontaires, parce qu'au moins on ne fait pas flipper tout le monde pendant cette phase de transition, d'expérimentation. Des volontaires et des personnes qui ont les compétences requises également pour pouvoir animer et gérer ce groupe de travail. Donc le groupe de travail il va être déployé sur plusieurs mois et son rôle, ça va être d'une part de faire des remontées terrain, parce qu'une erreur aussi, ce serait de pondre l'IA dans une vision très fermée, tour d'ivoire, et qu'au moment où ça arrive aux équipes de prod, c'est pas du tout conforme. Donc il faut faire ce lien entre la stratégie d'une part et le concret, le terrain d'autre part. La réalité terrain, oui. Ça, ce qui est délicat, c'est que c'est une fonction transverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter, même si on voit un peu tout passer en ce moment, on ne va pas recruter un spécialiste de l'IA pendant 6 mois. Alors si, ça se fait dans les grands groupes, oui. Mais TPE, PME, ça n'a pas de sens. TPE, PME, il faut trouver des gens en interne qui connaissent suffisamment leur métier et qui ont suffisamment des bons rapports avec les autres pour faire ce lien avec tout le monde et petit à petit valider les scénarios. Et ensuite, gérer comme un projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on met en place un comité de pilotage. Fréquence à définir, ça peut être une fois par mois si on a envie d'accélérer, ça peut être une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Bon, après, si c'est une fois par an, ça risque de pas trop avancer. Mais on met en place un comité de pilotage avec les dirigeants qui sont garants de la stratégie, le groupe de travail, et on avance petit à petit. Donc la première étape, le mot-clé derrière tout ça, c'est patience déjà. Ça se fait pas juste C'est vrai que voilà, je me permets, Fabien, si vous utilisez ChatGPT ou même des IA, le lien peut être assez profond, hein, mais vous vous rendez bien compte qu'il faut fonctionner par itération. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est plutôt plus ou moins conforme. On va essayer de recommencer jusqu'à avoir quelque chose qui nous convient bien. Quand on veut intégrer de l'IA dans une entreprise,
il faut se dire qu'il faut se donner la possibilité des fois de se tromper ou de recommencer pour améliorer les choses. D'où le groupe de travail et le comité, pour savoir si les choses sont bien conformes et fonctionnent bien. Ce qu'on remarque en termes de temporalité, c'est qu'une boîte qui est extrêmement pressée, qui est relativement souple et qui est hyper à fond sur le sujet, donc autant dire une boîte qui va vite, qui a une grosse vélocité sur ce sujet-là, pour poser les fondations, donc juste faire les choix des outils, comprendre les cas d'usage qui vont être vraiment pertinents, mettre en place la charte d'utilisation, etc. Donc à ce niveau-là, on n'a pas fait grand-chose, on a juste posé les bases. Au minimum, ça prend 3 mois. Et c'est vraiment le minimum. Donc, c'est pour donner une idée de temporalité, il y a des boîtes, ça va prendre 3 ans. Mais au minimum, ça prend 3 mois parce que l'organisation, elle a son quotidien déjà à gérer. Donc, faut pas s'imaginer aussi qu'on va prendre un prestataire, il va nous mettre, je suis un peu taquin là-dessus, mais il va nous mettre Microsoft. Et hop, ça y est, on est passé à l'IA, on fait un post LinkedIn comme quoi on est IA ready. Et ça y est, l'entreprise, elle a basculé. Et comme tu disais, il faut se donner le temps pour éviter le fameux effet Big Bang. C'est génial, mais en fait, on a cassé toute une chaîne de production parce qu'on ne fonctionne plus comme avant et qu'on a voulu aller trop vite. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de coûts. Ça vient juste après, ça sera la dernière étape. On pourra déborder de 10 minutes. Okay. On a commencé 10 minutes en retard. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une question d'argent. Y en a beaucoup qui surfent là-dessus, qui disent paye-moi 100 000 balles, tu vas voir en un mois, tu seras prêt à l'IA. C'est avant tout, alors après, c'est une question d'argent, mais les premières étapes, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de temps et de structure, de méthode. Par exemple, comprendre les cas d'usage, ce n'est pas une question d'argent. Alors l'entreprise, des fois, elle a besoin d'être un peu accompagnée au début pour faire son diagnostic, etc. Mais sinon, ce n'est pas une histoire de coût, c'est éventuellement un peu de coût opérationnel. Et ensuite, mettre en place une charte d'utilisation, etc. C'est-à-dire comprendre ce qu'on veut faire de l'IA dans son entreprise, c'est quelque chose qui est accessible à toutes les entreprises. Donc, ce n'est pas encore une histoire d'argent. C'est avant tout une histoire de méthode. Par contre, et donc après, avant de parler des coûts, une fois qu'on a posé les fondations et que c'est à peu près propre, qu'on a l'organisation, qu'on a le groupe de travail, qu'on a les comités de pilotage, etc. Là, on fonctionne. Pardon. Qu'on sait où on va et où est-ce qu'on veut aller. Là, on passe dans ce que tu disais, la phase d'itération, où on valide les différents scénarios qu'on a envie de valider. C'est-à-dire, là, on intègre un nouvel outil, par exemple. Pendant 3 mois, on l'essaye, on voit ce qui se passe, on évalue les risques, on fait un comité de pilotage, on redéfinit des nouveaux scénarios, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on évite l'effet Big Bang et qu'on bascule dans une organisation qui est un peu plus prête à l'IA. On parle d'argent ? Les sous, ouais, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. C'était ta partie, ça. Ouais, ça fait une transition avec ce que tu veux dire après. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les termes d'OPEX et de CAPEX. En gros, pour faire très simple, les OPEX, c'est les frais de fonctionnement, c'est les dépenses d'exploitation. Et les CAPEX, c'est les dépenses d'investissement. Donc, par exemple, quand on achète une imprimante, l'achat d'imprimante, c'est CAPEX, voilà, c'est de la dépense d'investissement. Par contre, les feuilles, l'encre et tout, c'est de l'OPEX. Voilà, c'est l'opérationnel versus capital expenditure. Il faut voir l'intégration de l'IA. Je parle bien de l'intégration de l'IA, pas juste les outils d'IA pour ensuite, une fois qu'on est en run, etc. L'intégration de l'IA, il faut le voir comme un projet, donc il faut le voir comme une dépense d'investissement. C'est vraiment important. Donc, encore une fois, on en revient avec une histoire de méthode et de patience. On ne fait pas une dépense d'investissement en entreprise comme ça. En général, on ne se réveille pas un matin et on se dit « Tiens, je vais acheter un nouveau tracteur ». Enfin, l'agriculteur, généralement, je prends cet exemple au hasard, il ne se dit pas un matin « Tiens, je vais acheter un tracteur à 600 000 € aujourd'hui ». Alors, il y en a qui le font. Mais dans les moyens, mais généralement, ce n'est pas le cas. En général, on a une stratégie, on sait pourquoi on le fait, on définit un budget. Donc, c'est pour ça aussi que même si l'entreprise ne se sent pas encore tout à fait prête de le faire, de commencer à voir ça comme une dépense d'investissement qui va devoir être faite un jour, permet d'anticiper les budgets, de mettre une ligne sur le budget dans le prochain prévisionnel et donc ensuite de voir ça sereinement plutôt que de dire mais moi j'avais 1000 balles maximum, je peux débloquer 1000 balles uniquement pour ça. Il y aura toujours, faut se dire un truc, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vendre pour pas cher. Généralement c'est rarement les meilleurs, mais il y aura toujours des gens pour dire mais 1000 balles je le fais. Et en fait ça sera 1000 balles de perdu. Donc il vaut mieux encore une fois, bien retenir que c'est une dépense d'investissement. Et on va le voir après. De combien ? Ah oui, non, formation, c'était encore moins. Il y a d'abord la formation. Rappelez-vous les étapes. La première étape, c'est se former. Se former, donc là, c'est vraiment formation dirigeant ou cadre dirigeant. L'objectif, ce n'est pas des formations expertes. On n'en est pas encore à cette étape parce que la première étape, c'est vraiment on crée un cadre, on crée un plan d'action, on crée une stratégie. Donc, il n'y a pas besoin de se former en tant qu'expert de l'IA. Il y a besoin de se former pour comprendre
pour disposer de la base théorique nécessaire pour pouvoir se positionner et définir une stratégie. Une formation dirigeant ou cadre dirigeant, ou en tout cas, je suis très concentré dirigeant, cadre dirigeant, mais en tout cas stratégique, on va l'appeler comme ça. Il faut compter, alors c'est très varié, il y a de tout. Là, j'ai pris des exemples que je connais, entre 1000 et 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, ça commence à faire un peu cher pour de la formation uniquement stratégique, parce que on ne parle pas d'un travail sur 3 mois pour devenir expert. Il y a des formations moins chères sur YouTube en distanciel, mais le présentiel sur un sujet comme ça peut être intéressant. Donc, j'ai mis 2 exemples, Demain numérique, on connaît tous, et le Bootcamp IA, donc, qui est effectivement quelque chose qu'on propose avec la brasserie et que vous avez activé, vous, récemment. Exactement, très récemment. Et à côté de ça, on va avoir besoin d'outils, forcément, les fameux outils dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on vous a donné quelques repères. Au niveau des coûts, c'est des coûts moyens. Certains outils vont coûter plus cher, certains outils vont coûter un peu moins cher. Un assistant classique, type Gemini, ChatGPT, etc., qui peut être utilisé, que ce soit pour toute une entreprise ou autre, on va être sur une moyenne de 20 € par mois par personne. Donc c'est toujours quelque chose à avoir en tête. On va avoir différentes formules de prix. Choisissez celle qui vous correspond le mieux, mais en moyenne, on est sur quelque chose pour une vingtaine d'euros qui va vous permettre de faire de la rédaction de texte, de faire au besoin et au choix, de la génération d'images, de la compréhension de texte, etc. Ça, c'est un peu, si tu me permets, c'est un peu le minimum, c'est le minimum à avoir. Alors, qui peut être intégré dans les suites de productivité, t'en parles juste après, je pense, mais c'est typiquement ChatGPT. C'est un peu l'outil à tout faire et c'est un peu l'indispensable. Après, il en existe plusieurs. ChatGPT est, comme tout le monde le sait, très généraliste. Pour des personnes qui font du développement, la plupart du temps, ils vont aller sur Claude. Gemini, justement, ça me permet de faire la suite. Gemini est intégré directement comme Copilot à une suite de productivité, donc ce qu'on appelle de suite de productivité, typiquement Microsoft 365, Google Workspace. Ça a un coût en plus des forfaits IA. Là, on a mis une dizaine d'euros par mois par personne. Alors attention, encore une fois, ça reste des moyennes. Ça peut être beaucoup plus élevé en fonction de vos besoins. Mais en plus de cette suite de productivité, vous pourrez avoir également besoin d'outils IA. La plupart du temps, ils sont intégrés à la suite de productivité, mais avec des niveaux d'inférence, des seuils qui sont assez réduits, ce qui vous demanderont potentiellement, si vous voulez en avoir une utilisation un petit peu plus intensive, de passer à un forfait supérieur qui peut avoir entre une vingtaine et une trentaine d'euros, pareil, par mois, par personne. Une chose ultra importante, et je reviens sur ce que tu disais Fabien tout à l'heure, c'est la data et la relation client. À un moment donné, dans toute entreprise, finalement, on va avoir de la relation client et c'est l'investissement dans une CRM. Donc une CRM, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Oui. Grosso modo, on va être sur un setup d'environ 5 000 €. Après, tout dépend la CRM que vous avez choisie. Il existe des moins chers. Comme tu disais, Fabien, alors là, je donne mon avis plus qu'autre chose. Si on est sur quelque chose de moins cher, voire de pas très cher, voire de gratuit, attention à la CRM. Donc un coût de setup de mise en place, parce qu'une CRM, c'est pas juste un outil qu'on pose. Il faut le paramétrer selon vos besoins. Et ensuite, c'est un coût d'abonnement environ d'une centaine d'euros par mois. Et la CRM va vraiment vous permettre de garder toute votre donnée client bien structurée, bien rangée. D'où le coût de setup qui permet de structurer toute cette information, utilisable derrière par une intelligence artificielle. Vous pourriez potentiellement avoir besoin d'un outil d'automatisation. Donc, outil d'automatisation type N8N, Make, Zapier, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, qui permettent finalement d'orchestrer et de monter ce qu'on peut appeler des pipelines d'information. Je vais récupérer une information à un endroit A, je vais le faire passer à travers une IA pour un besoin X ou Y, et je le remets en sortie à un endroit B. Typiquement pour répondre automatiquement à un mail, par exemple. Et enfin, pourquoi pas, ce qui se démocratise de plus en plus, des outils de compte-rendu automatique type Claude. Ou Fireflies, ou il en existe plein d'autres, pour grosso modo une dizaine d'euros par mois. Alors Fabien, tu parlais de Fireflies parce que c'est un outil complètement dématérialisé, donc c'est grosso modo entre 10-15 euros par mois par personne, toujours comptez bien par personne.
Claude, attention, puisque en plus du forfait, qui est aux alentours, je crois que c'est ça, 10 ou 15 euros, 10 euros, ouais, il y a l'outil qui va avec. C'est quelque chose qui fonctionne, qui a un format carte bleue, peut-être que ça parle à tout le monde, mais je le dis quand même, qui vous permet finalement de vous éviter d'avoir à prendre des notes pendant un rendez-vous. Vous le posez au milieu, ça enregistre la conversation et ça va vous retranscrire tout ça sous forme de résumé, mais également de l'exploiter de façon diverse et variée pour avoir beaucoup d'informations sur vos rendez-vous. Juste une information, on a dit qu'on ne parlait pas d'éthique, mais je préfère le dire quand même. C'est pas anodin que d'utiliser ce type d'outil. Vous posez au milieu, vous enregistrez. Attention, vous enregistrez. Demandez bien aux personnes qui font partie de la réunion s'ils acceptent ou non d'être enregistrés. Si on synthétise, oui. Par rapport à cet outil, est-ce qu'il est en langue particulière ? Toutes les langues. Ouais. Sur les 400 langues qui existent, et peut-être pas les 400, mais on va dire les 150 langues principales, ouais. Et ça marche super bien. En fait, si on synthétise, ça ne veut pas dire que c'est tous ces outils ou rien, mais en gros, si on le synthétise, l'assistant classique, c'est vraiment le stagiaire dont on a tous besoin qui au quotidien pour à peu près le fourre-tout. La suite de productivité, on l'a déjà parce que finalement, c'est quoi ? C'est le mail avant tout. C'est le mail et c'est la gestion de nos documents pour éviter qu'ils soient que sur l'ordinateur dans un coin, parce qu'encore une fois, il faut penser données. Dès lors où on va pouvoir structurer, centraliser notre donnée, ça va nous aider derrière. Donc la suite de productivité, pareil, c'est un peu les deux obligatoires en sachant que l'assistant classique peut être intégré à la suite de productivité. Donc là, ça se mesure. Le CRM, ça devient intéressant dès lors où on est plusieurs. Parce que jusque-là, assistant classique, suite de productivité, c'est par personne. Le CRM permet de centraliser les données un peu de tout le monde. Les automatisations, c'est ce qui permet de débloquer toutes les possibilités, parce que sinon, ça reste assez one-shot. Et après, le compte-rendu auto, pourquoi on l'a mis, c'est parce que c'est le truc universel. Je pense que personne n'aime faire des comptes-rendus. Et on en a un moment tous besoin. Compte-rendu, ça veut pouvoir dire des fois j'ai une idée en tête, il faut que je la mette sur papier sinon je vais la zapper. C'est ça compte rendu. Donc c'est vraiment hyper vaste. Je sais pas toi comment tu l'utilises, mais moi ça m'arrive de l'utiliser comme un médecin. J'ai l'impression d'avoir fait plus d'études que ce que j'ai fait vraiment, mais j'utilise comme un médecin qui a son dictaphone et qui parle tout seul en voiture. J'ai pensé à ça, et des fois je parle pendant 20 minutes tout seul. Plutôt que de l'oublier cette idée ou de la garder en tête, plutôt que de la coucher sur papier, je la dicte. Et ensuite, j'ai un résumé automatique. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Le coût est tellement faible par rapport à ce que ça apporte au quotidien, peu importe le travail qu'on bosse, que pour ça qu'on l'a mis. Et après, ça donne un ordre d'idée. Ouais. Sur la partie compte rendu, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser comme dictaphone et je vois vraiment le gain. Avant, j'utilisais mon téléphone, j'avais du vocal, mais il fallait que je le reprenne. C'était très pratique, c'était déjà quelque chose de bien. Mais le fait que ça me fasse un compte rendu auto, je garde l'audio également, etc. C'est vraiment très intéressant. Et je parlais des réunions pour faire quand même pas mal de réunions durant les semaines, quand on a besoin d'être focus sur ce qu'on est en train de se dire, de prendre des notes en même temps, de rien oublier. Finalement, avoir un petit outil comme ça, c'est un bout de cerveau finalement qu'on peut mettre de côté et on peut rester focus sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a de la valeur ajoutée. C'est le but de la réunion sur laquelle on est. C'est l'utilisation que j'en ai également. Ensuite, d'où l'intérêt de la question, qu'est-ce que j'ai comme compétence interne pour me débrouiller seul ou qu'est-ce que je vais devoir acheter ailleurs ? Parce que mine de rien, encore une fois, il faut le voir comme un projet. On l'a vu là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, il y a beaucoup d'infos. Par souci d'efficacité, on ne rentre pas trop dans les détails, mais il y aurait énormément de choses à dire sur beaucoup de sujets. Donc c'est un sujet, effectivement, si on veut que ça avance, parce que encore une fois, les boîtes sont dans leur quotidien. Elles ne peuvent pas se permettre de libérer d'un coup énormément de temps, de se former surtout, de devenir experte et de mettre en place petit à petit. En fait, il faut voir l'intégration de l'intelligence artificielle comme une Formule 1. C'est-à-dire qu'une Formule 1, c'est extrêmement complexe à démarrer, faire chauffer les pneus, etc. Mais une fois que c'est lancé, c'est inarrêtable, à peu de choses près. Là, c'est un peu la même idée, si on essaye de faire une analogie douteuse. Faut le voir un peu de cette manière-là. Au début, c'est un investissement qui sera forcément soit économique parce que ça, on va faire appel à un accompagnement externe, soit un investissement interne qui peut être
conséquent en fonction de où est-ce qu'en est l'entreprise et de où est-ce qu'elle cherche à aller et de sa taille. Et c'est évidemment du coup humain, il faut le prendre en compte. C'est finalement des montants en compétences qu'il faut anticiper. Là, on a mis une moyenne sur ce qu'on a pu voir, ce que moi, en tout cas, je peux voir chez Iris, et j'imagine aussi, Fabien, ce que tu as pu voir dans d'autres entreprises, qui représente à peu près un quart de TP sur l'année. Donc, imaginez 40-60 heures par mois. Comme on le disait, pendant 6 à 12 mois, ça revient finalement à la phase d'itération dont on parlait tout à l'heure, la phase où on va approfondir la façon dont on veut intégrer l'IA dans une entreprise. Et ensuite, une fois que tout roule, si je puis dire, même s'il y a toujours des curseurs à réadapter, c'est environ une vingtaine d'heures par mois, mais toujours réparties sur plusieurs personnes. Il y a bien le comité de pilotage, on va dire l'organe de gérance qui est toujours présente, mais comptez bien environ une vingtaine d'heures de travail en fonctionnement. Et en plus de ça, on peut le mitiger dans la mesure où aujourd'hui c'est en pleine expansion. C'est pas dit que ce que vous avez fait à un instant T, il ne faudra pas le refaire, mais le remodifier à un instant T plus 1 parce que les choses évoluent extrêmement rapidement. Bien sûr, c'est des moyennes. Vous savez ce qu'on dit sur les moyennes. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est que quoi qu'il arrive, si on se saisit de ce sujet-là, il y a des coûts internes opérationnels, donc ETP c'est équivalent temps plein, qui sont mesurés, mais on n'a pas non plus 10 ans de données et 30 000 entreprises, donc attention, mais on prend une PME moyenne de 50 personnes, ça représente à peu près ça. D'ailleurs, c'est même pas lié à la taille de l'entreprise, c'est lié en fait à tout le travail qu'il y a à faire, peu importe finalement ce qui peut faire exploser ce chiffre, c'est si l'entreprise gère 40 000 métiers. Mais bon, là, ça veut dire qu'il y a un autre problème, c'est que peut-être qu'il aurait fallu scinder l'entreprise en business unit, en département, et donc envisager l'intégration de l'IA petit à petit. Mais une entreprise qui n'a pas 40 000 métiers, c'est à peu près ce temps-là qu'on observe. Et après, si par contre, il n'y a pas besoin d'accompagnement externe parce qu'il y a toutes les compétences en interne, le coût interne opérationnel explose. Donc, c'est pas ou, je dis n'importe quoi, 50 000 euros et 15 000 euros ou que 15 000 euros. Non, c'est si vous faites tout en interne, forcément, c'est tout le travail qui sera fait par un président. Alors, l'interne coûte relativement moins cher en général que l'externe, mais il faut avoir les compétences. On va se retrouver à peu près sur le même ordre de prix. Par contre, oui, il y a une autre info qui est importante aussi, c'est qu'il faut voir ça, encore une fois. Donc là, pour le coup, le fonctionnement, c'est de l'OPEX, mais il faut essayer de mettre ça au regard du chiffre d'affaires. Très souvent, ce qu'on dit, c'est que les dépenses liées à l'IT, et donc là, c'est les dépenses liées à l'IA, qui est une sous-branche de l'IT, ça doit représenter à peu près un pourcentage du chiffre d'affaires. Au même titre que les dépenses liées à l'imprimante, liées au bureau, liées au déplacement, tout ça, en général, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si l'imprimante, elle représente 80% du chiffre d'affaires, ça pose un problème. Faut voir un peu l'IT, l'IA comme ça, c'est-à-dire que ça laisse un bon niveau pour voir ce qu'on peut se permettre ou pas. Faut pas non plus cramer juste parce que c'est un terme à la mode. En général, ce qui se dit, d'après les études, d'après l'expérience qu'on en a aussi, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse 1 à 2% du chiffre d'affaires. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les dépenses liées à l'IA, je parle. Mais après, ça peut vite exploser parce que si on est à la ramasse complète sur l'IT et que nos données, c'est encore sur des calepins papier, etc., il va falloir d'abord se mettre à jour et donc là, il va falloir mettre 1-2%. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, il y a 0% du budget qui est dédié à ça, c'est la première étape, c'est de se dire il va falloir que je commence à mettre un budget sur l'IT dans mon entreprise parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne sans IT, il manque une roue au carrosse. Et demain, une entreprise qui fonctionnera sans IA, il manquera une roue au carrosse également. Allez, on termine vite. On est sur la fin, Quentin. Et tout le monde a peut-être très faim, donc c'est pour ça. On est sur la fin, on vous rassure. Là, on reste, comme c'est écrit, sur des besoins très spécifiques. Alors, vous nous arrêtez s'il y a des termes qui ne parlent pas à tout le monde. Est-ce que quand on parle de RAG, ça parle à quelqu'un ? Non. Alors, RAG, je suis désolé pour mon anglais, donc je vais le faire en français. C'est de la récupération, de la génération, augmentée par récupération. L'idée, et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, comment s'assurer qu'une IA, elle ne va pas halluciner et elle ne va pas me ressortir des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis en train de demander ou qui n'ont aucun rapport avec mon métier ou mon contexte. On va monter une base de données, une base de connaissances avec
toute sa connaissance métier, etc. Et on va interroger d'abord cette base de données pour aller récupérer de l'information selon un contexte qu'on va ensuite donner à une IA. Donc avant de répondre à une question donnée, on va aller récupérer du contexte. Si vous vous rappelez bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les fameux inputs. On va aller récupérer du contexte très pertinent en fonction d'une question pour le donner à une IA. En moyenne, là-dessus, il y a plusieurs niveaux de RAG. Un bon RAG, ça peut coûter en effet entre 30 et 50 000 euros par an. Oui. J'ai baissé volontairement parce que je trouve que, j'étais pas d'accord avec les dernières études, mais il y a eu une étude de France Numérique il y a pas longtemps qui est sortie à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est des moyennes et ils ont dû prendre les salaires des Américains. Ouais, voilà. Mais ils étaient sur moins de 100 000 euros, vous avez rien. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, effectivement, encore une fois, quand on prend des moyennes, ça veut tout et rien dire. La réalité terrain, quand on n'est pas à New York, c'est plutôt ces chiffres-là. Mais et là, on est déjà sur on va dire une base de connaissances très volumineuse avec on va dire une infra qui est quand même assez lourde. Vous pouvez avoir ce que tu appelais des mini-RAG ou des RAG light, et encore une fois, là on est parti sur quelque chose à 5 000 euros par an. On peut encore tomber plus bas puisqu'il existe des outils, entre guillemets, clés en main, qui vous permettent de monter vos bases de données vectorielles assez facilement et des outils qui vous permettent d'interroger ces bases très facilement pour des coûts moindres. Pour comprendre de quoi on parle juste, je me permets d'intervenir, c'est qu'imaginez ChatGPT, mais qui ne répond qu'avec les données de votre entreprise. C'est-à-dire que c'est un ChatGPT qui connaît toute votre entreprise, qui connaît vos mails, qui connaît vos clients, qui connaît la situation exacte à l'instant T. Et donc, votre ChatGPT devient la mémoire de l'entreprise. Et que ultra personnalisé. Et que la mémoire de l'entreprise. La mémoire de l'entreprise. Donc, rien pas d'autre. D'hallucination. Donc, c'est un outil extraordinaire, mais c'est un outil qui coûte cher. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Non, c'est pas annuel. C'est un abus de. Effectivement, tu as dit annuel, mais c'est pas annuel. Ah, pardon. Non, c'est du setup, ouais. C'est du setup, pardon. Alors, non. Ouais, il y en a des coûts de maintenance, voilà, mais là, c'est du setup, ouais. C'est du temps de mise en place. Ouais, c'est pas annuel. Autant pour moi. Parce que les marges. Parce qu'on paye plus cher un externe qu'en interne. D'un point de vue purement économique. Après, il y a. Le gars, faut le recruter, faut que ce soit enfin après ça c'est un autre sujet, stratégie d'entreprise, mais voilà, faut qu'il soit opérationnel. Donc à la fin c'est pas forcément plus cher quand on a un besoin. D'ailleurs je crois que dans Demain Numérique il y a eu un sujet externalisation, si vous vous en souvenez bien. Un sujet très ponctuel, faut l'externaliser. Mais si on a déjà les compétences en interne, pourquoi pas le faire en interne. Et ensuite, des besoins, encore une fois, plus spécifiques. Alors, quand on parle, encore une fois, de LLM, est-ce que ça parle à tout le monde ? Non plus. Alors, un LLM, c'est un Large Language Model. Typiquement, ce qu'il y a derrière ChatGPT, c'est un LLM. On peut l'héberger en local, donc ça va avoir un petit LLM qui va coûter environ 3 500 euros. Ce qu'on va avoir derrière, ça va être une machine pour héberger ce fameux LLM, parce que ça reste, on va dire, un programme qu'il faut héberger sur un ordinateur. Et il va y avoir du coût d'entraînement. On peut le mettre sur le cloud. Là-dessus, on peut descendre un petit peu les coûts, même si on le rapporte à l'année, on va avoir quand même on va le ressentir quand même, 200 euros par mois environ. Et enfin, quelque chose d'entièrement managé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le configurer, paramétrer nous-mêmes. On va avoir quelque chose aux alentours de 700 euros, vous le voyez. Et enfin, type ChatGPT. Alors là, Fabien, je te laisserai le commenter celui-là, parce que je t'avoue que... Alors, typiquement, ça peut être quoi le besoin ? Ça peut être ChatGPT est trop généraliste pour vous. Ça fait le job, mais c'est trop généraliste pour vous parce que vous êtes, je vais dire n'importe quoi, un juriste. Je reprends mon exemple. ChatGPT, si on lui dit tu es un juriste, machin, etc., oui, il saura à peu près se débrouiller, mais il n'est pas expert juriste. Si vous avez envie d'avoir votre ChatGPT spécialisé, votre ChatGPT de juriste, la solution, et que ça n'existe pas, parce que si ça existe, ça existe, mais si ça n'existe pas et que vous voulez le faire, il faudra passer par ce qu'on appelle le serveur LLM Cloud type ChatGPT, soit en manager, soit vous allez le gérer vous-même. Mais à la rigueur, là, ce qui est important derrière, c'est il y a énormément de solutions. Il y a tous les prix. Ça coûte vite cher. Donc, on en revient à, avant de foncer tête baissée, il faut avoir un plan et il faut avoir une stratégie. Parce que là, en plus, on n'a pas tout mis, bien sûr. Il y a des
milliards de trucs. Si on veut si on veut tout gérer soi-même, par exemple, ça peut coûter 30, 50, 60 000 euros d'ordinateur, juste d'ordinateur, quoi. Et après, il faut payer des gars qui vont nous entraîner le modèle, etc. Pour vous donner un ordre d'idée là-dessus, ce que paye, je crois que c'est Mistral, ce que paye Mistral à la semaine pour entraîner leur modèle. Donc Mistral, c'est une entreprise française qui est comme OpenAI qui est derrière ChatGPT. C'est, on va dire, l'équivalent de ChatGPT. Mistral, ils payent 10 millions d'euros par semaine juste pour entraîner leur modèle. Ça veut dire mettre à dispo donc ce qu'on appelle un modèle, c'est un système d'intelligence artificielle qui vous fait des réponses quand vous posez des questions. 10 millions d'euros par semaine. Donc voilà, et c'est infini le prix. Donc le truc de dire je vous mets copilote, je reviens là-dessus, comme ça on bouclera la boucle, je mets copilote et hop, ça y est, votre entreprise elle est armée, elle est boostée à l'IA et ça va vous coûter 20 euros par mois, ça n'existe pas. C'est infiniment une fois plus complexe que ça, mais la méthode est censée structurer tout ça. Je crois qu'on avait... Ah non. Ah oui. À ce que tu disais tout à l'heure, finalement. C'était pour avoir un exemple. C'est une slide récapitulative, finalement, pour une entreprise de 20 personnes. Vous avez à peu près les coûts. Et comme tu le disais, Fabien, que ce soit formation, outils, les coûts annuels, que ce soit pour du RAG, du LLM, etc., et de l'accompagnement externe, quoique l'accompagnement externe n'est pas... l'accompagnement externe, tu le comptais également dans la formation ? Non, c'est en plus. En plus, ouais, c'est ça. Parce que de mon point de vue, formation, outils et coûts annuels, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. L'un va pas sans l'autre, finalement. Et l'accompagnement externe, lui, par contre, ça peut être du plus. Accompagnement externe qui peut être pour vous aider à monter justement votre RAG, pour faire du complément de formation, etc. L'intérêt de ces chiffres, c'est surtout de donner des ratios pour que vous puissiez refaire les calculs si ça vous intéresse de votre côté en fonction de ce qui pourrait vous intéresser. Mais là, en l'occurrence, ça permet notamment d'éviter de se faire complètement avoir et de se laisser abandonner à la panique parce qu'on se dit il faut absolument que je m'y mette, donc on m'a proposé 50 000, je dis oui. Non, en fait, ça, c'est une bonne répartition pour une boîte qui fait 2 millions de personnes. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien à voir. Ça, c'est une bonne répartition. En année 1, en tout cas. Après, bien sûr, c'est à mettre au regard de la réalité, mais ça donne un ordre d'idée. Et donc là, en gros, l'accompagnement externe année 1, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être 5 000, ça peut être 50 000, ça peut même être plus, c'était un ordre d'idée. En gros, il y a la formation, il y a les outils, il y a tout ça. Une fois qu'on cumule tout ça, quelle fenêtre il nous reste quand on veut ne pas dépasser les 2% du chiffre d'affaires annuel ? Si en gros je prends mon 2 millions de chiffre d'affaires, faut pas que je dépasse 40 000 euros en gros. Et donc c'est pour ça que j'ai positionné 15 000 euros d'accompagnement externe max. Ça permet justement de pouvoir se faire accompagner de manière assez logique et à la juste, significative, mais à la juste proportion. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On a débordé un peu. On n'a pas répété, on a fait ça un peu comme ça. Donc désolé si c'était un peu décousu. On espère que c'était quand même assez clair et que ça vous a apporté des clés. Peu importe votre situation actuelle. Ouais. Pas de questions particulières. On peut peut-être faire ici. Concernant l'IA personnalisée pour les entreprises, ça ne représenterait pas un risque pour ce qui concerne la sécurité des données ? Il n'y aurait pas un risque, par exemple, que quelqu'un puisse le récupérer ou qu'il y ait une fuite ou quelque chose dans ce sens-là ? Alors, si l'IA n'est pas personnalisée, justement, ou si l'IA est Si elle est personnalisée, justement, parce que j'imagine qu'elle est stockée dans un serveur, ou en tout cas, elle est personnalisée, mais j'ai craint que des personnes extérieures puissent entrer, justement, et donc provoquer des dégâts assez considérables si on ne peut pas les... Ouais, le sujet derrière, c'est effectivement le sujet du cloud, qui est où sont stockées les données. Et quel niveau de souveraineté on veut par rapport à ça. En fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que quand on est sur un service 100% managé et que on peut pas avoir confiance, donc 100% managé, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui le gère pour nous. Et si on ne peut pas avoir confiance en ce quelqu'un d'autre, il y a un énorme risque. Mais j'ai envie de dire que ce soit IA personnalisé ou pas, ça c'est valable pour tous les sujets. C'est dès lors où on met ces données entre les mains de quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Par exemple, tout récemment, petite anecdote, OpenAI va sortir un mode docteur.
sur ChatGPT, enfin ou a déjà sorti le mode docteur, parce qu'ils se sont rendus compte que je crois 40% des Américains utilisaient ChatGPT chaque semaine pour du diagnostic, par exemple j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. Donc ils se sont dit bon bah c'est ce que les gens veulent, on va sortir un mode docteur. Le problème c'est que ChatGPT, enfin OpenAI n'est pas certifié HIPAA, c'est-à-dire c'est la certification américaine pour tout ce qui est données de santé. Au même titre que les médecins sont certifiés HIPAA, donc voilà, les données sont en tout cas, il y a des contraintes, il y a un cahier des charges. ChatGPT, pas du tout. Sauf qu'avec ce mode docteur, il incite les gens à mettre leurs bilans médicaux, tout ça. Et donc là, le sujet, il est global, c'est où est-ce que partent mes données ? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne ? Et quand on est à titre perso, c'est une chose, mais en tant qu'entreprise, il y a un vrai sujet stratégique de qui sera celui qui va m'accompagner là-dessus. Est-ce que ça sera ChatGPT ? Je ne sais pas trop où partent les données. Est-ce que ça sera Google ? Et je ne sais pas non plus trop où partent mes données. Ou est-ce qu'à l'inverse, je reprends la main ? Par contre, le fait de dire IA personnalisé égale grand risque, non. Par contre, le fait de dire IA pas personnalisé, enfin, comment dire, si on se dit j'ai pas d'IA personnalisé et j'utilise l'IA de tout le monde, bah, le gros problème c'est que je vais avoir les contrats commerciaux de tout le monde. Donc ce qui est sûr, c'est que quand je n'utilise pas une IA personnalisée, j'ai aucun moyen de me protéger, si je le fais simple. Sauf à justement avoir son propre serveur LLM où on a son propre chat GPT entre guillemets en interne. Je me permets, il y a aussi, c'est ce qu'on disait en introduction, attention à la donnée que vous envoyez. Certes, il faut envoyer un minimum de données qualifiées, un minimum de données qui représentent votre métier pour avoir quelque chose de personnalisé, mais ce n'est pas la peine d'envoyer, par exemple, je vais dire quelque chose d'ahurissant, mais les noms, prénoms, email, adresse et numéro de téléphone de tous vos clients. Ça, ce n'est pas intéressant. D'accord. La réponse est... Oui, ça a été clair. Une autre question ou on se quitte ? À bientôt. Au revoir. Bon, bah merci. Merci De beaucoup. votre écoute et passez une bonne journée. Bonne journée.